Pierre Borda, donc vice-président de la Mêlée, et puis dans la vie civile, donc représentant local du cabinet CETIX. Donc on est réunis ce matin dans la continuité du thème de la journée de territoire connecté et durable, mais pour essayer d'aller donc vers les usages et les services, ce fameux défi qui doit prendre la suite du défi des infrastructures et des réseaux. Donc connectivité vers des services intelligents et durables de bout en bout sur nos territoires. Voilà ce qui va nous occuper jusqu'à 11h30. Donc sur la liste des intervenants, déjà très sérieusement, toutes nos excuses pour la non-parité. C'était une consigne très claire d'Edouard, mais on a eu quelques soubresauts dans l'organisation ces 2 dernières semaines. Donc on n'y est pas arrivé et c'est pas bien. Donc Yvon, Jean-Jacques et Alain, ce que je propose, c'est de commencer par un petit tour de table et puis on attaque ensuite. Merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Yvon Caristan, je suis responsable de relations collectivité pour XP Fibre. Nous sommes connus aujourd'hui sur la place comme l'opérateur d'infrastructures qui déploie aujourd'hui massivement sur tous les territoires, aussi bien sur les zones où nous amenons 100% du financement que sur les délégations de services publics. Merci Yvon et bonjour à tous. Donc du coup pour ma part je suis Jean-Jacques Nicot. Je suis le directeur de la région sud-ouest chez Linked, donc qui est un opérateur télécom B2B. Nous on propose en fait à l'ensemble de nos clients qui sont des collectivités et des grandes entreprises des solutions de connectivité de bout en bout en fait. Donc naturellement aujourd'hui on va parler de fibre optique, mais on les accompagne aussi sur d'autres solutions comme la 4G, la 5G ou des solutions autour des offres satellitaires. Bonjour, donc moi je suis ce que Pierre appelle la caution secteur public. Donc je suis Alain Vincent, donc je suis dans le secteur public syndicat mixte Haute-Garonne numérique. On s'occupe en fait de l'aménagement numérique du territoire sur la Haute-Garonne hors zone de métropole et le développement donc d'un réseau fibre optique très haut débit sur l'ensemble du territoire, ce qui représente aujourd'hui 330 000 prises et foyers raccordables et plus de 190 000 abonnés. Donc l'enjeu aujourd'hui de cette table ronde, c'est d'offrir aussi ce regard du secteur public par rapport aux enjeux au-delà de la connectivité, les services qu'on peut apporter aujourd'hui aux collectivités grâce au très haut débit et à la connectivité multiservice. Donc on va partir d'un postulat qui est que, même s'il y a le point d'interrogation, que le défi des infrastructures est derrière nous. On a mis là 2 publications extrêmement récentes sur la mi-septembre. L'une sur le constat français qu'on a dépassé les 90% de couverture, l'autre plus spécifique à la Haute-Garonne, sur le fait que la bascule du cuivre vers la fibre optique est pour demain ou après-demain. Donc on va partir de ce postulat. Pour autant, le sujet des usages et des services n'embraye pas forcément directement derrière. Donc sur le sujet de la table ronde, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de faire comme un élève de terminale devant un sujet de philo, prendre chaque mot du sujet. Donc il y a connectivité, il y a durabilité, donc on va essayer de le faire en 2 moments. Et sur l'enjeu des usages et des services, après ce défi des infrastructures, il nous est apparu important de dire qu'il y avait un passage obligé qui restait encore la connectivité, ce qu'on appelle de niveau 3 en langage OSI, mais qui nécessite donc, pour notamment l'interconnexion des sites, puisqu'on est sur une journée plus orientée territoire, certainement des développements et des déploiements supplémentaires par rapport à la simple infrastructure. Donc je propose peut-être, Jean-Jacques, que tu commences par cette notion d'enjeu d'interconnexion de sites publics, ce qu'on appelle pompeusement donc les réseaux WAN, les réseaux étendus entre sites. Je te propose déjà Je vais commencer. Donc, du coup, nous, on intervient principalement sur le WAN, donc l'interconnexion. Naturellement, on accompagne aussi des collectivités territoriales qui ont beaucoup investi localement en fait, dans l'infrastructure en fibre optique. On sait leur apporter en fait, le support d'un opérateur télécom sur le service de niveau 3. Puis, on travaille aussi avec l'UGAP. On est partenaire rang 1 sur le marché du WAN et on sait aussi accompagner donc les collectivités territoriales qui ne bénéficieraient pas forcément systématiquement de ressources au niveau de leur DSI pour leur fournir des solutions plus clés en main et qui sont opérées de bout en bout. Donc naturellement, Linked en tant qu'opérateur de service, nous on est tout au bout de la chaîne. On intervient après les opérateurs d'infrastructures qui ont construit et qui aujourd'hui en fait ont en charge l'administration des réseaux. Mon job à moi, c'est de faire en sorte
sorte que, et aux équipes de Link, c'est de faire en sorte que nos clients puissent avoir un service qui est opéré de bout en bout et avec des services qui sont managés, donc naturellement autour des solutions de connectivité et d'interconnexion de sites. Peut-être Alain, un mot. Donc, on cite voilà, beaucoup de départements en France réfléchissent à cette interconnexion de sites publics, parfois pour des raisons d'efficacité budgétaire, parfois aussi, voilà, encore une fois, pour développer des services et des plateformes. Peut-être y a-t-il des projets au niveau de la Haute-Garonne? Oui, il y a justement un travail qui est en train de se mettre en place et qui se conduit avec des prestataires et d'autres partenaires pour mettre en place un réseau WAN départemental, donc un réseau étendu, pas seulement pour capitaliser sur les investissements déjà consentis dans un réseau d'initiatives publiques, c'est plutôt pour opérer de nouveaux services et rendre des services aussi aux collectivités, sachant que Haute-Garonne Numérique n'opère pas de services pour lui-même, pour ses besoins internes, c'est plutôt une offre de services pour ses membres. Et parmi nos membres, il y a le conseil départemental de la Haute-Garonne et les 17 intercommunalités qui couvrent le territoire de la Haute-Garonne. Donc dans l'idée, c'est de la centralisation des services, c'est aussi de l'optimisation aussi des services, optimisation des coûts aussi financiers par rapport aux télécommunications, dans le cadre d'un GFU ou d'un WAN départemental. C'est aussi un enjeu, on va dire, de connecter un ensemble de sites importants. Si on prend le conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est 350 sites sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un projet important, ambitieux certes, mais dans l'idée c'est d'apporter un meilleur service et aussi de pallier aussi à toutes ces mutations technologiques qui sont en cours et aux nouvelles attentes de service à la fois des citoyens mais aussi des collectivités. Je pense notamment le full SaaS qui est en train d'arriver sur les logiciels notamment métiers et puis ensuite toutes les applications on va dire numériques qui pourraient être mises en place autour des jumeaux numériques, autour du transfert de données et de la sécurisation. Voilà. Important, je pense aussi, ce volet sécurisation qui sera peut-être important et qui sera un des enjeux à venir pour les collectivités. Mais pas que. Nice 2 arrive bientôt, le 17 octobre. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire pour rendre service aux collectivités. Yvon, peut-être soit un mot sur le Tarn, soit surtout cette nécessité de qualité de service sur ces réseaux qui va au-delà donc des réseaux tels qu'on les connaît physiquement avec l'interconnexion fibre optique et de l'infrastructure. Donc ces notions de garantie de temps de rétablissement, de garantie de temps d'intervention, puis peut-être un petit mot sur le Tarn spécifiquement au-delà de la Haute-Garonne. Oui, alors là nous sommes sur les sujets des réseaux dans leur globalité. Nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure, nous sommes bien sûr réglementairement amenés à développer le réseau FTTH, celui que nous avons tous à la maison. Et bien sûr, les acteurs économiques demandent beaucoup de services déjà sur ce réseau FTTH. Les collectivités, puisque aujourd'hui les villes intelligentes s'appuient progressivement sur le réseau FTTH que nous déployons. Donc ça, c'est la première chose. Le premier maillon du réseau FTTH, du réseau fibre, c'est nous qui l'apportons, puisque c'est un réseau qui est massif, qui est déployé sur tous les territoires. Bien sûr, le premier niveau de qualité de service, il commence, je dirais, à monter en pression, parce que on a fait le travail, on a aujourd'hui 98% des territoires qui sont couverts. Maintenant, on nous demande bien sûr d'assurer une couche supplémentaire, c'est-à-dire celle de la continuité, la sécurité du réseau et bien sûr la qualité de service qui va avec. Donc ça c'est un défi. C'est vrai que la première question, il y avait un point d'interrogation, est-ce que le défi de l'infrastructure est derrière nous? Oui et non. Oui parce que l'essentiel du réseau est déployé, d'accord? Mais non, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveaux défis qui s'annoncent. Il faut bien sûr continuer de développer le réseau. Il faut le sécuriser. Il faut assurer la continuité du service que l'on diffuse sur ce réseau. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs économiques sont partout. On travaille bien sûr dans l'espace professionnel, mais aussi de plus en plus à la maison, dans les espaces publics. On veut être connecté de partout. Moi, je suis ravi parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Ça, c'est important. Et je pense qu'on a des générations, les jeunes générations aujourd'hui sont sans doute plus que nous multiconnectées. Voilà. Donc ça, c'est important. Et comme on est diffuseur, je dirais, du réseau, du premier maillage, du premier maillon plutôt du réseau fibre, qui alimente à la fois les foyers, mais également qui alimente nos antennes relais, qui s'appuient bien sûr sur nos réseaux filaires, pour le réseau mobile, parce que ça également, la qualité de service, c'est également attendu sur le réseau mobile 5G notamment.
Jean-Jacques, tu veux rebondir sur la QoS? Oui, merci Pierre. Du coup, en fait, comme il y a beaucoup d'utilisateurs et des données de plus en plus critiques qui sont utilisées de manière très très volumique, il y a un enjeu très important sur la qualité de service, donc la QoS qui est délivrée derrière. En tant qu'opérateur de service, enfin comme beaucoup d'autres opérateurs de services télécoms, on a deux classes de QoS. Une première QoS qui est standard en fait, qui va permettre simplement en fait de diversifier en fait les données qui sont critiques ou non critiques, comme la voix ou la data, et avoir une certaine priorisation des flux pour éviter la congestion des réseaux. Et on va un peu plus loin pour accompagner nos clients aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais du mode SaaS. On a beaucoup plus de logiciels qui sont embarqués, qui sont dans le cloud aujourd'hui et qui nécessitent en fait d'avoir une bande passante très importante et toujours disponible pour éviter la congestion des réseaux. Du coup, on a une QoS applicative qui permet aujourd'hui aux DSI, aux responsables d'infrastructure, d'aller chercher spécifiquement les applications métiers qui doivent être gérées de manière prioritaire et qui doivent être toujours accessibles pour pouvoir en fait permettre au service d'une collectivité de toujours fonctionner et au service d'une entreprise de ne pas s'arrêter. Donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Nous, en tant qu'opérateur de service, on doit délivrer le service de bout en bout. Donc, je peux travailler avec les équipes d'Yvon quand on va choisir avec un client de s'appuyer sur l'infrastructure d'XP Fibre, notamment dans le Tarn, par exemple. Et derrière, on va devoir délivrer cette qualité de service. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est des sujets sur lesquels on est aussi tous utilisateurs quotidiens. Donc, on est tous concernés. Alors, moi, j'aimerais entendre Alain et puis toi, Jean-Jacques, sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour passer de l'infrastructure, c'est-à-dire le déploiement de la fibre optique, comme Yvon l'a dit, très orienté grand public, à l'interconnexion de sites publics. Concrètement, ça passe par quels équipements, quelles couches de services pour arriver à un réseau d'interconnexion des sites publics? Alors, dans ce qu'on est en train de construire, on se demande comment aussi bien le dimensionner par rapport aux attentes des collectivités. Donc il y a forcément, on va dire, un travail d'enquête et de recueil de besoins au plus près des besoins des collectivités, pour qu'on puisse designer, entre guillemets, en lien avec des partenaires et ensuite avoir le mode opératoire ensuite de délivrance de ce projet, comment on peut arriver à quelque chose qui soit vraiment taillé sur mesure. C'est la question qui se pose aujourd'hui, nous, par rapport aux offres qui existent sur le marché. Elles sont intéressantes, mais elles doivent être challengées par rapport, nous, à nos attentes et surtout à notre position. On est un intermédiaire de mutualisation, on va dire, pour le besoin des collectivités membres du syndicat. Et juste sur la partie qualité de service qu'on a juste un peu abordé, il y a effectivement des services critiques. Il va falloir savoir maintenant ce qu'on va mettre dans le service critique. Je pense que tous les services sont essentiels d'une collectivité, car la garantie d'un service ou la qualité de service à une collectivité est donc une continuité de service, c'est l'ADN des services publics, c'est l'ADN des collectivités. Et c'est aussi engager l'image d'une collectivité si le réseau ou les infrastructures ou le service ne fonctionne pas. Et des services critiques et surtout de nouveaux services qui sont en train de se développer autour de la vidéoprotection, autour d'autres services essentiels qui doivent être mis en place et garantis. Donc la garantie, nous, elle nous engage en fait, et elle engage ensuite les partenaires et les prestataires qui sont dans le groupement que nous souhaitons mettre en place. Et il y a aussi les partenariats à envisager aussi public avec d'autres structures. Je pense à la SPL The Fil notamment, qui œuvre sur le territoire métropolitain, avec qui on doit mettre en place des synergies, justement pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir interconnecter tous les sites, on va dire, d'une entité comme le conseil départemental. C'est une grande partie des sites qui sont sur le territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, plutôt que de fonctionner dans des couloirs de nage différents, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et moi, en tout cas, à mon sens, je l'appelle de mes voeux, cette collaboration, à la fois avec le secteur public existant, parce que c'est important, et le secteur privé, pour qu'on puisse designer une offre vraiment au plus près des besoins. Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la GTR, la garantie de temps de rétablissement, aujourd'hui, les opérateurs de services promettent des garanties de temps de rétablissement en 4 heures. On sait que des fois, ça ne peut pas être tenu parce que derrière, il y a la réalité de l'infrastructure. Tout à l'heure, on va parler de résilience, donc je fais un petit pas en avant et je nous projette. Mais ce qui est important, c'est que nous, on engage systématiquement nos clients à réfléchir à une solution de secours immédiate sur les réseaux. On a la chance chez Linked d'être opérateur et agrégateur d'infrastructures. Donc un agrégateur d'infrastructures, c'est un opérateur qui a la capacité d'aller s'appuyer sur des opérateurs de boucle locale pour aller chercher la connectivité la plus pertinente pour un client qui aurait un site partout en France sur le territoire. Et on peut imaginer un client qui a un lien fibre optique. Je pense à des services hospitaliers, par exemple, qui ne peuvent pas tomber
en panne, et on est capable de seconder ces liens avec une solution satellitaire par exemple aujourd'hui, ou une solution s'appuyant sur la partie 4G ou 5G ou même sur d'autres technologies, hein. Mais voilà, c'était un point important que je voulais évoquer sur la GTR en tant qu'opérateur de service qui touche en fait finalement tous les utilisateurs au quotidien. Oui, pour compléter notre mission, vous l'avez compris, c'est le premier maillon, hein, c'est déployer l'infrastructure passive sur la technologie cuivre, et de plus en plus la tendance des entreprises, mais aussi des particuliers, c'est de pouvoir disposer de plusieurs liens sur leur site. Donc on est en train de travailler bien évidemment, et le guide France Très Haut Débit préconise justement pour les entreprises d'amener de plus en plus une diversité de technologies, hein, sur chaque site. Bien sûr, il y a la technologie mobile aussi, hein, parce que la vraie sécurité d'un site, c'est d'amener une multi-technologie pour générer bien sûr des backups efficaces. Donc nous, déjà, ce que nous sommes en train de travailler, c'est d'amener plus de capacité fibre sur les sites, parce qu'un site, ce n'est pas simplement les besoins bureautiques, c'est aussi la gestion technique des bâtiments, donc des machines connectées au réseau. On a de plus en plus sur les espaces extérieurs des bâtiments, on a besoin de connecter des appareillages, de faire de l'IRVE, etc. Bref, tout l'environnement des usages nous pousse et nous met la pression pour que la capacité soit multipliée, mais également que les technologies soient diversifiées sur un même site. C'est la garantie, je dirais, et c'est la manière de répondre aux enjeux de cette transition économique qui est ambitieuse en termes de besoins. Oui, alors donc, là, tu es vraiment sur l'enjeu de l'upgrade, justement, des réseaux, de cette adaptabilité permanente aux usages qui vont être grandissants. Donc, quelque part, la question tout à l'heure, c'était est-ce que le défi des infrastructures est derrière nous? Bon, on est en train de répondre quelque part non, dans le sens où l'upgrade nous attend déjà. Si je reviens sur un dialogue public-privé, sur ce qui arrive concrètement à une commune, l'interconnexion, la connectivité de la commune, bon, a priori, elle ne va pas chercher la connexion grand public, FTTH. Elle peut se retourner vers un opérateur, mais ces enjeux vont bien au-delà de sa simple connexion à Internet. Donc concrètement, la commune, elle fait quoi aujourd'hui pour avoir cette véritable interconnexion de sites avec les services qui vont avec? Dans ce cadre-là, en fait, nous, on réfléchit à une chaîne, on va dire, de mutualisation qui englobe déjà nos membres premiers. Donc si on part sur la commune, il y a les intercommunalités qui, elles, ont déjà des projets aussi de mutualisation, on peut dire. Pas toutes. Toutes les intercommunalités de Haute-Garonne n'ont pas les mêmes à la fois moyens ni les mêmes objectifs. En revanche, nous, on se propose justement d'apporter une solution packagée, entre guillemets, prête à l'emploi, qui leur permet d'adapter à la fois, si elles veulent avoir un peu de mise en œuvre parce qu'elles ont des moyens internes, ou au contraire être complètement accompagnées et avoir un service qui ne sollicite pas, on va dire, de moyens internes importants dont elles ne disposent pas. Aujourd'hui, il y a une réalité, il y a des intercommunalités de Haute-Garonne qui ont des DSI, et d'autres qui n'en ont pas, en fait, qui ont des prestataires et qui n'ont pas forcément, on va dire, non plus les budgets qui suivent les ambitions, on va dire, qui pourraient être mises en place, et surtout les obligations réglementaires et légales qui sont en train de se mettre en place aussi. Je pense à Nice 2, je l'ai appelé tout à l'heure, mais en matière de sécurité, mais il y a aussi ensuite tous les projets autour d'accompagnement des communes à réussir leur transformation numérique. Il y a des projets de vidéoprotection qui sont en train de monter, il y a des projets de territoire connecté. Tout n'est pas sur la Smart City aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de territoire connecté pour englober l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solution, à mon sens, simple pour les communes, qui ne rentre pas trop dans la technique non plus. Je pense que les communes ont assez de sujets à débattre et à s'occuper aujourd'hui. On a parlé de la ZAN tout à l'heure. Il y a d'autres sujets qui les occupent. Et ensuite, c'est ce que j'appellerais une opinion populaire, c'est que le budget IT n'est pas forcément un dividende politique en soi. C'est-à-dire que c'est un moyen, on va dire, l'informatique ou la bureautique ou le numérique est un moyen. Mais aujourd'hui, il est incontournable et les communes ont le droit d'accéder, on va dire, à ce progrès, entre guillemets, au même titre que l'ensemble des autres collectivités, des autres strates qu'on retrouve en France. Jean-Jacques, pareil, même question. Donc, qu'est-ce que la commune doit concrètement faire pour aller vers cette connectivité? Alors, nous, en fait, encore une fois, ça dépend des priorités qui ont été définies et des schémas directeurs qui ont été définis au sein des collectivités.
Sur la partie One, ce qu'on offre en tant qu'opérateur de service pour interconnecter les sites, tout à l'heure on parlait un petit peu de sécurité, c'est notre cœur de réseau en fait. On va faire en sorte de leur proposer une solution qui passe par notre backbone, qui est entièrement sécurisée, avec un cœur de réseau qui est également redondé et qui va leur permettre en fait on va leur offrir aussi une certaine résilience sur cette partie-là et ça va permettre d'apporter la connectivité de bout en bout. Et puis après, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule, mais dans le cadre d'un projet comme le port Haute-Garonne numérique par exemple, sur du GFU, on va pouvoir simplement fournir en fait le niveau 3, puisque toute la mécanique en fait est portée directement par la collectivité territoriale, ici en l'occurrence AGN, qui investit massivement sur les réseaux et qui va justement être porteur de cette partie-là. Donc 2 sujets. Le premier, c'est l'ONE, où on propose une solution un peu clé en main, avec un cœur de réseau qui permet d'interconnecter tous les sites au travers de plusieurs technologies. On va parler de MPLS ou de SD-WAN, et puis après une solution différente, comme évoqué tout à l'heure, qui est de plus en plus plébiscitée. Donc nous, on ne les oppose pas, on n'est pas dogmatique sur cette partie-là. On sait en fait accompagner nos clients en prenant en compte leurs spécificités. Alors Yvon s'est exprimé sur l'upgrade, mais à la fois Alain et Yvon, vous pouvez revenir avec des casquettes plus réseau d'initiative publique, respectivement Haute-Garonne et Tarn en tout cas, sur donc est-ce que ces usages, ces projets d'interconnexion, de mutualisation, par exemple de plateformes ou de data centers et autres, engendrent des nouveaux investissements dans ces réseaux d'initiative publique, soit au niveau de la couche de fibre optique noire, soit au niveau d'équipements actifs qui se rendraient nécessaires pour l'interconnexion de ces sites. Oui, alors sur cette question, le sujet est double. Il y a d'abord effectivement une forte demande de la part des collectivités sur la capacité, sur le maillage de leur territoire. Donc ça c'est la première chose. Après, il faut se le dire, il y a une inégalité en termes de moyens entre les communes. Il y a des grosses communes qui ont effectivement les moyens, qui ont les ressources DSI pour, je dirais, construire une infrastructure répondant, je dirais, aux besoins de la cité, de la ville. Et puis vous avez des petites communes qui se battent encore pour ne serait-ce qu'aménager leur territoire, se regrouper parfois en intercommunalité, voire entre 2 ou 3 communes à proximité pour pouvoir construire un projet, je dirais, et un maillage permettant de proposer du service, d'abord au sein de leur service, mais aussi à leurs administrés. Donc il y a une inégalité de moyens sur les territoires, il va falloir se poser la question, parce qu'on est toujours sur le 2 poids 2 mesures, il y a toujours, on va dire, les villes les plus riches qui accèdent à un environnement numérique beaucoup plus enrichi, et des petites villes. Donc il y a sans doute, mais ça ce sont les collectivités qui doivent se poser la question. Nous, au niveau de notre infrastructure FTTH, nous répondons déjà je dirais, à des points de présence sur la commune, multiples, bien sûr. Et ensuite, la deuxième couche, elle est amenée, bien évidemment, par les opérateurs commerciaux. Je rebondis sur ce que vient de dire Yvon. Il y a tout de même, nous, notre ADN du syndicat mixte, c'est donc une structure de mutualisation. On a opéré cette mutualisation sur le réseau FTTH avec la construction du réseau pour justement qu'il y ait un égal accès, on va dire, au très haut débit sur l'ensemble du territoire. Donc ce modèle-là, on veut le garder pour le transposer dans le domaine des services. Ça serait dommage d'avoir construit un immense réseau de fibre optique sans qu'il y ait ensuite des services associés. Ça a toujours été l'objectif aussi de la délégation de services publics. C'était inscrit, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement déployer du réseau pour du réseau, c'était pour développer des services qui soient adaptés aux collectivités. Et aujourd'hui, on le voit. Je pense qu'on arrive sur des réseaux qui sont aujourd'hui, on pourrait appeler des RMS, des réseaux multiservices, parce qu'ils englobent un ensemble, on va dire, déjà de types de connectivité, on en a parlé, mais aussi d'un ensemble, d'une kyrielle de services qui doivent aujourd'hui être accessibles à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille et quelles que soient leurs attentes. Il y a des métropoles d'un côté, on a la chance d'avoir une métropole sur le territoire garonnais, mais ensuite nous avons Bourdeuil, par exemple, une petite commune très, très belle du Luchonnet, qui a 6 habitants. Donc il faut qu'on soit en mesure de répondre à l'ensemble, on va dire, de ces collectivités, quel que soit leur projet, et on puisse, nous, être utiles. C'est notre vecteur, c'est la mutualisation, et les services aujourd'hui sont certes à construire, mais nous sommes en phase de construction et de pouvoir proposer ces services aux collectivités. Alors le deuxième moment, donc, c'est pour parler des services durables. Donc cette durabilité, ce terme, bon, on sait d'où il vient, l'anglicisme qu'il y avait derrière au départ. Et sur les réseaux, la durabilité, ça passe d'abord
par sa pérennité. Donc la résilience. Yvon, je sais que tu voulais évoquer cet enjeu sur les réseaux. Oui, c'est un sujet très important. Maintenant, nous en sommes où du déploiement des réseaux? On l'a dit, les territoires sont quasiment tous couverts. Nous avons des échéances qui ont été fixées. La première a été fixée par l'État, à travers le plan France Très Haut Débit, qui fixe à échéance fin 2025 une couverture à 99% de tous les territoires, couverture fibre. Bon, ça c'est la première chose. Je pense qu'on y sera, on n'est pas loin du compte. Et puis il y a Orange également qui a fixé l'échéance de la fin du cuivre, en tout cas de l'arrêt des services sur le réseau cuivre pour les premières communes à horizon janvier 2025, déjà. D'accord ? Donc on a déjà ces deux dates qui fixent les échéances et qui marquent déjà une transition numérique concrète. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée pour nous, c'est effectivement de venir, je dirais, adapter, développer, pérenniser, sécuriser ce réseau pour le fiabiliser, bien évidemment. Nous avons quand même un souci. Un souci parce que nos réseaux, bien évidemment, sont fortement sollicités. Il y a un enjeu autour de ce réseau fibre. Nos réseaux sont parfois visés, abîmés, attaqués. Je pense qu'on a tous en mémoire, ou peut-être pas loin de chez nous, des équipements qui sont parfois dans de très mauvais état. Ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Alors, les opérateurs font une partie du boulot. Il y a peut-être d'autres acteurs qui doivent en prendre conscience, mais je pense que c'est l'affaire de tous. Et d'abord de l'État, parce que ça peut poser aussi des questions de société, voilà, de comportement des citoyens vis-à-vis d'un service public, certes, qui appartient à des entreprises privées, mais qui diffuse un service public. Voilà, et un service grand public. Donc là, il y a cette question autour de la fiabilité, de la pérennité, mais d'abord de la sécurité de nos équipements tout au long des territoires. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous travaillons. Alors, c'est vrai que la résilience des réseaux, ça concerne également la manière dont on a déployé. C'est vrai qu'un réseau aérien est sans doute plus vulnérable, notamment face aux intempéries, aux aléas climatiques. Et quand on regarde les chiffres parlent d'eux-mêmes pour nous dire à quel point notre réseau est fragile. Vous avez dans le Tarn, par exemple, plus de 54% des logements qui sont alimentés en aérien. Donc ça fait plus de la moitié du réseau qui est sur une architecture fragile, qui peut être effectivement, qui est atteignable, qui peut être, qui est également, qui peut être atteinte très facilement. Voilà, donc on a déjà ces problématiques à régler. Les collectivités investissent chaque année en moyenne par commune environ 300 000 €. C'est une moyenne pour effacer les réseaux, pour passer de réseau aérien en réseau souterrain. C'est déjà un premier pas, mais cela ne va pas assez vite parce qu'on a des départements où on a 72% du réseau qui dépend, de l'aérien. Donc voilà, donc la résilience des réseaux, ça dépendra bien évidemment des politiques publiques d'effacement et de mise en technique discrète de ces réseaux. Et bien sûr, derrière, on devra également davantage poser la question comment sécuriser nos équipements publics au sein des collectivités. Les collectivités, d'ailleurs, elles sont partie prenante. Alors justement, Alain, c'est l'appréhension de la notion de résilience sur le réseau d'initiative publique de la Haute-Garonne. Alors justement, ça a été pris en compte par le syndicat mixte et ses membres dans le cadre de l'établissement d'un schéma local de résilience qui a été adopté en 2022 et que nous avons mis en place en 2023. Alors, on a mis en place le diagnostic complet, on va dire, sur ce schéma local de résilience. Alors effectivement, il y a eu la question de l'aérien, parce qu'une grande partie du réseau FTTH déployé dans le cadre du réseau d'initiative publique est en aérien. Et bien, contre toute attente, on pensait que justement il était vulnérable et exposé. Alors oui, il est vulnérable et exposé. En revanche, on a analysé aussi le risque vent aussi, qui existe sur une partie du département. Et donc, par rapport à ces éléments-là et d'autres indicateurs, il y a d'autres risques. Il y a le risque de dégradation, on en a parlé, mais il y a les autres risques d'aléas climatiques qui sont de plus en plus importants. Donc, il y a un plan avec plusieurs scénarios qui est sorti de cette analyse. Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on met en place les enfouissements de réseau
à tarif aussi économiquement soutenable, parce que la question c'est ça. On a des segments qu'on a pu identifier grâce à cette analyse qui aujourd'hui posent la question de comment on va sur le long, on va dire, mettre en place, on va dire, ce schéma local de résilience et surtout comment on va pouvoir le lisser, l'amortir dans le temps. Mais aujourd'hui, au-delà de la résilience, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience du réseau de communication électronique comme étant un véritable réseau à protéger, au même titre que le réseau d'eau ou le réseau électrique. Par exemple, je parle sous le contrôle de cette séance, cette session et des autres intervenants, mais il n'y a pas forcément de prise en compte du réseau FTTH dans les plats hors sec aujourd'hui. Donc c'est un peu dommage, je pense que c'est quelque chose qui doit évoluer aujourd'hui. Il y a une prise en compte des réseaux mobiles de secours, mais on a vu que dans certains cas, on a vu à Vésubie, on a vu dans la Gironde aussi avec les incendies, les réseaux mobiles sont saturés dès qu'il y a la mise en place de secours. Donc voilà, il y a un travail qui commence à peine aujourd'hui sur ce sujet-là et je pense qu'il va nous occuper pendant un bon moment parce qu'il va falloir s'adapter au fur et à mesure, en plus des évolutions, des risques, parce que ça ne sera jamais un schéma figé, ça va être un schéma évolutif. Alors, Guillaume de la Caisse tout à l'heure a bien fait le lien entre transition écologique et transition numérique. Donc ça permet, Jean-Jacques, d'aborder finalement cette notion de durabilité des services plutôt, alors cette fois en revenant au sens anglo-saxon de soutenabilité, mais voilà, sur ces notions de numérique responsable, de sobriété, mais surtout, encore une fois, cette durabilité au sens de la soutenabilité. Alors, du coup, chez Linkt, en fait, en tant qu'acteur majeur du numérique, on est naturellement engagé en fait, dans cette transformation. Cet engagement, il vaut pour l'ensemble du groupe dont Linkt fait partie, qui s'appelle le groupe Altitude, hein, qui représente plus de 2000 collaborateurs. C'est un groupe qui a une trentaine d'années d'expérience dans les infrastructures et les réseaux télécoms. Aujourd'hui, ce qu'on fait chez Linkt, on accompagne l'ensemble de nos clients avec une nouvelle solution qui est sortie il y a quelques temps, qu'on leur met tous à disposition et qui permet en fait d'aller mesurer l'impact des services qu'ils ont souscrits chez Linkt pour pouvoir les intégrer dans leur bilan carbone et mesurer leur performance environnementale. Et juste avant de venir ici, je discutais avec notre responsable RSE et en fait, elle me faisait comprendre que tout ce qu'on ne peut pas mesurer, finalement, on ne peut pas le changer. Donc cet indicateur, il est important pour les DSI et il est important pour le schéma directeur de l'ensemble de nos clients, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises privées. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, un peu sur la partie écologique, comme tu le disais, Pierre. Et sur l'autre partie, en fait, qui l'est tout autant, c'est que le groupe Altitude a déployé aujourd'hui près de 5 millions de prises. Dans quelques mois et quelques semaines, il y aura 100% des entreprises qui seront couvertes via le réseau FTTH. Du coup, cette transformation pour apporter une réponse au démantèlement du cuivre permet de déployer massivement la fibre optique auprès de l'ensemble des utilisateurs. Et aujourd'hui, une fibre, ça consomme 4 à 5 fois moins d'énergie. Donc on s'inscrit aussi dans ce changement-là en profitant d'une rupture technologique, ce qui offre en fait à nos clients une réponse aussi sur cette partie-là. Maintenant, il y a aussi plein d'autres enjeux qui vont arriver derrière. Ce matin, j'en parlais juste en arrivant ici. Il y a aujourd'hui beaucoup d'offres satellites qui existent sur le marché. Quand on sait ce que ça consomme, le lancement d'une fusée, on peut se poser aussi des questions sur cette partie-là. Je pense que le sujet est très important. Il va concerner naturellement notre génération, mais aussi ce qu'on laissera plus tard. Et je pense qu'on doit collectivement être engagé sur cette partie-là. Et moi, je suis content quand je vais voir des clients qui, dans leurs appels d'offres aujourd'hui, dans leurs consultations, prennent en compte avec une notation importante cet aspect des RSE, de manière aussi importante que la partie technique ou la partie commerciale. Donc, en tant qu'opérateur de service, on est aussi en première ligne, puisqu'on a un devoir de conseil sur cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on accompagne l'ensemble de nos clients et futurs clients. Yvon, même question. Oui, alors je suis content d'aborder ce sujet parce que Alain parlait d'une prise de conscience tout à l'heure hein, des acteurs et posait la question. Je crois que s'il y a un sujet sur lequel les acteurs se rejoignent, c'est sur la conscience et la prise de conscience face à, je dirais, à la nouvelle façon d'aborder et bien sûr sur la notion de durabilité, nos réseaux, les équipements d'extrémité. On sait que, en tout cas pour l'opérateur XP Fibre, nous avons, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons intégré un certain nombre
d'une certaine manière la surveillance de nos équipements, avec bien évidemment des fonctionnalités qui nous permettent de détecter à distance des pannes, d'anticiper éventuellement des anomalies sur le réseau. On économise bien évidemment de la ressource. Hein. On fait des économies d'énergie également à travers donc, ces technologies, ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment déjà bien enclenché dans notre gestion, en tout cas, du réseau. Ensuite, on sait que, et pas seulement nous, on a par exemple l'opérateur SFR qui lui intègre, notamment dans le cadre du respect de la charte éco-construction, qui intègre des fonctionnalités de veille profonde sur les équipements. Il y a également, je dirais, en quelque sorte, le recyclage des matériaux. Les matériaux sont quasiment recyclés à 95%. L'économie générée grâce aux différentes fonctionnalités de veille profonde génère jusqu'à 75 à 80% d'économie d'énergie. Donc voilà, tout ça ce sont des indicateurs qui nous montrent qu'on est plutôt sur une marche bien avancée, en tout cas un rythme en tout cas de prise en compte des phénomènes, je dirais, d'économie et de durabilité de nos réseaux. Alors je vois qu'il est 11h30, donc c'est important, Alain, que tu puisses conclure sur la sobriété. Je pense que c'est important. Je vais faire sobre alors. Je vais juste parler de l'accompagnement que le syndicat mixte a pu faire, que j'ai fait d'une intercommunalité de 20 000 habitants qui a souhaité mettre en place une stratégie numérique responsable. On a été accompagné par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec 15 autres collectivités de toute taille, de métropole, conseil départemental, et des structures de mutualisation qui venaient en binôme dans le cadre de cet accompagnement. Ce qui en est ressorti du sujet autour du numérique responsable, c'était peut-être déjà une méconnaissance, on va dire, du sujet, des attentes qui étaient déjà importantes, parce qu'il y a une obligation et des obligations qui sont issues des lois, notamment la loi Rennes, donc réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et l'obligation de mettre en place ces stratégies. Au-delà de ça, cette collectivité n'était pas obligée, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà des démarches éco-responsables qu'elle n'avait pas forcément valorisées. Il y a aussi tout un volet inclusion. Les collectivités aujourd'hui sont très impliquées dans l'inclusion numérique des citoyens aussi et des agents, de l'ensemble, on va dire, des acteurs du territoire. Donc ce qui en ressort aussi, ce qu'on a pu faire comme diagnostic, c'est qu'effectivement l'allongement de durée de vie des équipements est important, mais la sensibilisation est essentielle parce que sinon il n'y a pas, on va dire, d'action réelle sur les territoires, que ce soit en interne ou en externe. Et la difficulté qui a été soulevée, on en a parlé ce matin avec d'autres acteurs en matière numérique responsable, c'est la mesure. Aujourd'hui, c'est peut-être l'enjeu le plus important, c'est avoir une mesure réelle, on va dire, de l'impact environnemental du numérique, pour qu'elle puisse être intégrée, on va dire, dans les bilans ou les bilans de gaz à effet de serre des collectivités ou des rapports développement durable. Aujourd'hui, voilà, il y a tout un travail à mettre en place autour de mesurer. Mesurer, c'est contrôler. Merci.